Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal en langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. Certains hommes politiques ont des inquiétudes avec le dépôt des candidatures pour la commission électorale provinciale indépendante et celle communale, alors que la loi communale n'a pas encore été votée. Les partis politiques disent qu'ils ne savent pas sur quoi se baser. C'était au cours d'une réunion avec la commission électorale nationale indépendante ce vendredi. La Sosumo n'a pas de défi lié au manque d'électricité comme dans d'autres entreprises. Elle utilise l'énergie thermique transformée à base de restes des cannes à sucre. Les détails, c'est dans quelques secondes. Page politique pour ouvrir ce journal. Certains hommes politiques ont des inquiétudes selon quoi le processus électoral va commencer avec le dépôt des candidatures pour les CEPI et les CECI alors que la loi communale n'a pas encore été votée. Selon eux, les partis politiques ne sauront pas sur quoi se baser pour présenter leurs candidats au cours d'une réunion avec la Commission électorale nationale indépendante. Ce vendredi, le président de cette commission a indiqué que cela n'est pas une entrave, que le nouveau découpage est déjà connu et demande aux partis politiques de s'y référer. Sheila Ilambona. Au cours de cette réunion avec les acteurs électoraux, le président de la CENI a indiqué qu'à partir du 3 au 7 juin 2024, la commission électorale indépendante va commencer à recevoir les dossiers de ceux qui vont faire partie des CEPI et des CECI et de demander aux partis politiques de s'apprêter pour cet effet. Après cette annonce, certains parmi les hommes politiques ont montré quelques réserves car selon eux, le processus électoral va être enclenché alors que la loi communale n'a pas encore été mise en place. Ils ont indiqué que cela va être un frein pour eux lors de la confection des listes pour la CEPI et la CECI. À cela, le président de la CENI leur répond qu'ils vont se conformer sur le nouveau découpage administratif. L'autre point soulevé est que ceux qui vont être responsables des CEPI risquent d'avoir une lourde tâche vu l'étendue du territoire à couvrir. À cela, le président de la CENI a indiqué que les responsables sont appelés à faire un peu d'effort. Vous saurez qu'au cours de cette réunion, le président de la CENI a affirmé que la non-signature des procès-verbaux des bureaux de vote ne va pas invalider les résultats. Merci Sheila. Le Burundi peut résoudre ses finances, en partie ses finances publiques, s'il adhère à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OHADA. Le secrétaire permanent de au sein de la dite organisation l'a déclaré dans une conférence de presse tenue ce vendredi pour le professeur Mayata Ndiaye Mbaye. Cette organisation facilite la formalisation de l'efficience des entreprises susceptibles de contribuer à l'émergence et au développement du pays. C'est depuis les années 90 que l'on a commencé à travailler avec la libéralisation de l'économie. Comment laisser les privés développer des activités, initier des projets, trouver des financements, collecter des fonds, travailler, générer des ressources et ensuite contribuer à la réalisation de la mission de service public de l'État. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même pour le programme Burundi émergent ne pourra pas se faire sans pour autant avoir un secteur privé fort. Ce n'est pas possible. L'État ne pourra pas toujours donner des emplois. Il faut au contraire que l'on développe l'employabilité des jeunes. Il faut qu'on développe l'entrepreneuriat, aussi bien des femmes, des jeunes, des collectivités. Il faut que l'on mette en place un système qui puisse donner plus de confiance aux investisseurs locaux, qui puisse donner plus de confiance aux investisseurs étrangers, qui puisse permettre de mettre beaucoup plus de ressources privées pour développer des activités, recruter le maximum de monde, avoir un chômage vraiment très faible, limiter autant que faire se peut la pauvreté et bien évidemment, si nous arrivons à avoir plus d'entreprises formalisées, parce que si on ne formalise pas les entreprises, on restera toujours dans l'exercice de l'activité économique dans la clandestinité. Or, l'exercice de l'activité économique dans la clandestinité fausse tout.
Aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent, l'État ne sait pas qui travaillent. Et on les classe parmi les personnes nécessiteuses, parmi la classe des pauvres. Alors qu'en réalité, on génère des revenus, mais on ne contribue à rien du tout dans les missions de service public. On veut bien que les écoles fonctionnent, on veut bien que la santé marche bien, on veut bien que les routes soient parfaites, mais avec quoi on va le faire? C'est avec des ressources publiques qui sont collectées. Sinon, nous allons toujours nous retrouver avec des finances publiques déséquilibrées. La République démocratique du Congo est le seul pays de la communauté de l'Afrique de l'Est ayant déjà adhéré dans cette organisation, pourtant ouverte pour tous les pays de l'Union africaine. La dite organisation compte 17 États membres à l'heure actuelle. Page économie à présent, la société sucrière du Mosso Sosumo n'a pas de défi lié au manque d'électricité comme observé dans d'autres entreprises. Cette dernière utilise de l'énergie thermique transformée à base des restes de canne à sucre. Explication donnée par Juvenal Zangomba, chef de service entretien et réparation au sein de la Sosumo, en ce moment où les préparatifs pour la campagne qui commencera avec le début du mois de juin prochain. Plutôt ce technicien assure qu'une fois l'usine étendue, la Sosumo aura la capacité de produire l'électricité qui pourra alimenter tous les environs de celle-ci. La production d'énergie électrique, ce n'est pas un problème pour la Sosumo parce que la conception elle-même de cette usine, c'est lié à la cogénération. La cogénération qui veut dire la production de l'énergie à partir de la biomasse. En effet, la production d'énergie électrique est basée sur le résidu de la canne à sucre qu'on appelle le bagasse. Après l'extraction, il y a ce qu'on appelle la bagasse, qui est le résidu de la canne à sucre, qui a un pouvoir calorifique très élevé. Cette bagasse est utilisée au niveau des chaudières comme combustible, permettant de monter la température de l'eau jusqu'à ce que cette eau change d'état, passant de l'état liquide à l'état gazeux. Alors, au niveau de la vapeur qui était surchauffée jusqu'à une pression très élevée de 28 bars et 380 degrés Celsius. À ce moment, nous produisons 25 tonnes de vapeur par heure et puis nous envoyons cette vapeur pour tourner les machines au niveau des moulins et aussi nous envoyons la vapeur au niveau des turbines alternateurs. Alors, il y a une transformation d'énergie thermique en énergie cinétique et d'énergie cinétique en énergie électrique. Et cette énergie électrique équivaut à peu près à 2 MW. Et 2 MW sont distribués au niveau des tableaux de distribution. Et puis, l'électricité consommée au niveau des bureaux, au niveau des quartiers, au niveau de l'usine est produite par la Sosumo. Donc, la question d'énergie ne se pose pas. Page société, les usagers de la route RN3 tronçon Rumongue-Nyanzarak se réjouissent des travaux de réhabilitation en cours du pont sur la rivière Gitotwe à Karonda. Ses habitants ainsi que l'administration disent qu'ils avaient des difficultés de déplacement à chaque coupure de cette route et demandent qu'il y ait un suivi rigoureux. Le point avec Jean-Pierre Misago. Utobura gushima uravye umuruho abenegihugu bari bafita mu kugenda iyo bari kugenda bagasanga ikiraro cacitse. Ndanezerewe kuko kwiyunguruza zotworohera. Les usagers de cette route rencontrés sur place ne cachent pas leur satisfaction. Ils disent qu'ils avaient de la peine à faire franchir les bagages en cas de coupure de la route nationale numéro 3 à ce niveau. Iganda Kijimana, chef collinaire de Gachasha, dite Karonda, s'en réjouissent elle aussi au regard des difficultés des usagers de cette route et de l'administration locale qui devrait s'investir afin d'assurer la sécurité des passagers et de leurs biens, des passagers qui des fois étaient obligés d'y passer la nuit à la Belle Étoile en cas de coupure de la déviation de cette route
au niveau de cette rivière. Ils se sont exprimés, voudraient une œuvre solide, bien soutenue, apte de résister aux crues, quelquefois catastrophiques, de cette rivière. Les informations obtenues de l'agence routière du Burundi, maître d'ouvrage et délégué du gouvernement burundais dans ce projet, indiquent que la réhabilitation de ce pont exécuté par l'entreprise chinoise Chico ayant gagné le marché de réhabilitation de la route nationale numéro 3, tronçon Rumongue-Nyanzalak, a débuté le 6 mai 2024 pour prendre fin le 24 mai 2024, mais que les véhicules continueront à passer par la déviation pendant un certain temps. Merci Jean-Pierre Misago. C'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.